Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour apprendre à scripter sur Tabletop Simulator. Aujourd'hui on fait une leçon sur l'apparition d'objets et le clonage aussi. C'est quelque chose dont vous pouvez avoir besoin dans vos scripts, c'est pas obligatoire mais c'est bien utile de savoir. On va voir par exemple un petit outil voilà, qu'on peut utiliser pour cloner des objets à volonté. Par exemple, voilà, c'est une idée hein, qui va nous cloner des objets qu'on met dans une zone. On va voir aussi un outil, enfin une fonction qui va nous permettre de faire apparaître des objets de Tabletop Simulator, donc qui sont compris dans l'API l'API Lua. Donc là par exemple c'est une petite fonction que j'ai faite pour faire ce rendu là. Et après on va voir aussi comment faire apparaître des objets customisés, c'est-à-dire des modèles que vous pouvez importer. Donc là j'appuie sur les touches de mon clavier et je joue simplement avec un modèle que je paramètre différemment. Je change la couleur en l'occurrence, mais c'est un modèle customisé, hein, donc on peut le voir ici en appuyant sur Custom. Donc voilà, on va voir tout ça dans ce cours, et puis donc je vous propose d'y aller, c'est parti. Donc on va aller sur le code, et donc ici, comme point de départ, toujours pareil, hein, j'ai que des boutons qui sont importés, la zone de script qui est ici, ok, la grande zone de script qui va nous servir à cloner. Et puis c'est à peu près tout. Donc on a créé un bouton qui s'appelle cloner ici. Donc toutes ces fonctions-là, en fait, elles sont disponibles sur l'API et on va commencer par le clonage. Donc je clique ici. Je rappelle avant tout que tous les cours sont disponibles à chaque fois sur le fichier rare en lien dans la description de la vidéo. Et donc vous allez chercher dans le cours de script et je pense qu'on en est au cours numéro 10. Ça risque de changer, mais en tout cas vous pourrez trouver ce cours dans les cours de script ici. Donc, on va utiliser la fonction clone. Elle est toute simple en fait. Il suffit de l'utiliser sur un objet et de lui donner un paramètre, la position, snap to grid. Bon, voilà, c'est une petite. Je sais pas pourquoi ils ont mis cette option là, mais voilà, on peut faire snapper les objets. Donc, on va utiliser tout simplement la position. Et ce qu'on va faire, moi je vous propose, donc on aurait pu cloner, donc il faut cloner un objet, excusez-moi, pour cloner un objet, il faut qu'il soit existant, on ne peut pas le faire apparaître de nulle part. Donc moi j'ai pensé à faire une petite application pour pouvoir cloner un objet qu'on disposerait dans cette zone-là, d'accord? Donc on y va, en fait ça va être tout simple, on va juste faire une fonction que j'ai déjà nommée cloneObject. Et donc elle va se dérouler dans la zone de script. Donc on va faire comme d'habitude, on va détecter les objets qui sont dans la zone et on va les cloner juste à côté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je vais refaire ce que j'ai fait de nombreuses fois, c'est-à-dire commencer à détecter les objets présents dans la zone. Zone, c'est la zone game je crois. GetObjects, la fonction GetObjects. Hop, voilà. Et ensuite on va parcourir la liste des objets détectés. Hop, ça on n'en aura pas besoin. Et donc ça sera un objet qu'on va appeler obj. Et donc pour chaque objet, on va utiliser la fonction clone. Et donc la fonction clone, elle a besoin d'une table qui a pour seul paramètre position. Donc on peut l'écrire directement comme ça, position égale, on n'est pas obligé d'aller à la ligne, etc. Donc on va dire la position de l'objet actuel, donc c'est get objet get position. Et on va ajouter un petit vecteur pour décaler vers la droite. Donc ce vecteur sera égal à, mettons 3,0,0. Voilà, donc là, elle est déjà terminée. Donc on peut essayer par exemple en mettant ces deux cubes. Et voilà, ça marche bien. Voilà, c'est juste une petite fonction qui peut s'avérer utile, hein, mais vous savez qu'elle existe. On peut cloner des objets sans problème. On peut imaginer de cloner des objets dans des boucles, hein. Donc là, c'est ce qu'on va faire pour l'exemple suivant. On va utiliser une boucle pour faire apparaître des objets à la chaîne. Donc ça, c'était pour cloneObject. Maintenant, on va voir l'apparition d'objets. Donc ça, c'est la fonction spawnObject. Alors celle-ci, elle est intéressante. Elle a un peu plus d'options. Ok, on va définir la position, la rotation, l'échelle, un son. Voilà, si on veut qu'il y ait un petit bruit, vous savez, petit bruit tabletop, etc., etc. Et on peut aussi injecter des fonctions qui vont agir au moment où l'objet
va apparaître. Vous voyez, on a un exemple ici. On peut définir une fonction, c'est-à-dire que l'objet va, par exemple, être déplacé, etc. Donc on peut utiliser cette callback function. Donc on y va, on va commencer par un objet de base. Donc je vous avais dit dans un cours précédent qu'il en existait une multitude. Eh bien on va voir ça. Donc là je suis toujours dans la même page de l'API, je suis dans Spawnable Object et dans Built-in. Built-in ça veut dire que c'est des objets qui sont conçus, qui sont inclus dans l'API de base. Donc on avait vu dans ce cours là qu'il y en avait vraiment des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ils sont pas tous intéressants hein, pour être honnête. Les figurines etc. Bon voilà. Mais dans le tas, il y a quand même pas mal de propositions qui sont utiles. Donc nous, on va juste utiliser un jeton. Hein. Jeton de backgammon, par exemple. Pas le plateau, mais un jeton. Voilà, on va utiliser celui-là. Très bien, donc on y va. On va faire une fonction. On va créer un autre bouton. Ok, donc je ne vais pas l'écrire en détail dans le code. Je vais le copier-coller, ça ira plus vite vu qu'on l'a fait plein de fois. Et je vais faire ça sur le bouton que j'appelais bouton numéro 2. Et c'est le bouton qui est situé juste à côté. Hein. Ça sera ce bouton-là. Et donc là, on va faire voilà, une fonction qu'on appelle comme ça, display items. Pour l'instant, je vais en faire apparaître un. Et après, on va faire un truc un peu plus sympa. Donc, ben, on va dire que on va commencer par créer des paramètres. Donc ça, c'est toutes les fonctions qui marchent avec des tables, qui demandent des tables en paramètres. Ben, pour toutes ces fonctions-là, vous pouvez faire la même chose, hein, créer une table param, c'est la compléter. Donc là, elle veut premièrement le type d'objet. On a vu ça dans cette page-là, ici. Donc ça, c'est mandatory, c'est obligatoire. Il faut fournir ça, le jeton qu'on veut faire apparaître. Le reste, c'est du plus, du bonus. Sinon, par défaut, ça le fera apparaître au milieu de la table. Ok. Ben on y va. Hein. Donc, barème type égale, on a dit, j'ai oublié de le copier, backgammon piece white. On va mettre celui-là. Donc en chaîne de caractères, évidemment. Params, ensuite on va définir une position. On n'est même pas obligé hein, dans ce premier cas. On va dire qu'on va le faire juste comme ça. Et on va faire spawn object. Donc la fonction spawn object avec les params. Donc là, bien sûr, on ne l'utilise pas sur un objet. C'est une fonction qu'on utilise directement puisqu'elle fait apparaître un objet. Donc l'objet n'existe pas, on ne sort pas ça d'un sac ou quoi que ce soit. Donc déjà, on va tester ça comme ça. Et on voit qu'il apparaît. Donc ça marche très bien. Donc après, ce qui est intéressant, c'est de ne pas créer des boutons pour faire apparaître un objet. C'est plutôt des dispositions multiples ou alors utiliser les touches de clavier comme on verra plus tard et comme on a déjà vu dans un cours précédent. Sinon, autant prendre un objet d'un sac. Hein. Mais disons qu'on peut trouver des utilités très variées à ce genre de fonction. Et bon, là c'est juste pour vous apprendre à vous en servir, mais après c'est à vous d'imaginer toutes les utilités que vous pourrez en avoir, toutes les applications que vous pourrez faire. Donc là, on va par exemple faire des apparitions en boucle, comme si on voulait créer un damier ou quelque chose comme ça. Donc je vais reprendre ce que j'ai fait dans un cours précédent, c'est-à-dire que je vais partir d'une position. Alors c'est un peu farfelu, c'est un peu en dehors du thème du cours, mais c'est pour vous rappeler voilà, des possibilités de ce qu'on peut faire en programmation. Donc là, je pars d'une position qui est un peu vers la gauche et en hauteur. Donc ça va être par ici, la première position. Et on va disposer les objets en ligne comme ça et en colonne. C'est-à-dire qu'on va faire 3 lignes de 6 objets qu'on va faire apparaître d'un coup. Donc ça, c'est la position de départ. Ensuite, je fais une boucle for, où là, ça sera... au lieu de i, je vais peut-être l'appeler ligne. Ou row pour regarder l'anglais. Donc de 1 à 3. 3, ça ira. On va faire une autre boucle pour chaque colonne. I égale, donc ça sera colonne 1 à 6, on a dit. Très bien. Et bien là, c'est pareil, on va mettre ces paramètres-là. Et on va faire apparaître les objets. On va même mettre tout ça. Hein. Plus simple. Donc ici, on peut mettre une position. Forcément, il faut mettre une position, sinon c'est pas intéressant. Et on va partir de la position. La première position. Qu'on va à la fin incrémenter, à la fin de la boucle. Petit rappel, hein, c'est comme ça qu'on procède quand on veut faire des boucles, des dispositions en boucle. Donc là, je vais lui mettre un petit vecteur encore pour décaler la prochaine position de, mettons, 3 vers la droite. Touche vers num.
Voilà. Très bien. Donc là, on sait qu'à la fin de cette boucle, ça c'est pour décaler de gauche à droite, il va falloir décaler aussi de bas en haut, de haut en bas. Je vais passer vite parce que c'est pas l'objet de ce cours-là. Donc là, je fais la deuxième ligne. Voilà. Moins 4, ça suffira. Et puis, il nous manque quoi? Je pense qu'il nous manque à peu près rien. Voilà, vous voyez. Donc je suis parti de rien, hein. J'aurais pu avoir une table complètement nue, et j'aurais pu faire apparaître des objets comme ça, de base, très simplement. Voilà. Donc après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut appliquer toutes sortes de choses. Quand on utilise des boucles comme ça, on peut vraiment faire des règles pour être appliquées sur des objets. Et on utilise en général vous voyez, les index de ces boucles pour faire ce qu'on veut faire, quoi. Donc là, par exemple, je fais des choses qui n'ont aucun sens, mais c'est pour vous montrer ce potentiel-là. Donc je vais commencer par récupérer l'objet. Donc ça, je récupère l'objet comme avec TakeObject. Et je vais y faire des choses dessus. Par exemple, je vais dire que l'objet va être de plus en plus, va changer de couleur une fois sur deux. Donc je vais faire un if. Donc là, ce qu'on peut faire, ça je vais en profiter pour vous montrer, d'introduire la notion de modulo. C'est pas l'objet non plus du cours, mais ça vous montre aussi d'autres choses. Modulo, c'est, par exemple, c'est ça. Quand on utilise le pourcent, donc dans la plupart des langages c'est écrit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, quel est le reste de la division quand on divise par. Si on divise 1 par 2, il va rester 0,5. Donc c'est pas égal à 0. Si on divise 2 par 2, il va rester 0. Si on divise 3 par 2, il reste pas 0. Si on divise 4 par 2, il reste 0. Donc ça, en gros, ce truc-là, ça sert à définir si le nombre est pair ou impair. Donc ça, c'est un truc qui revient souvent, qui est utile. Ben nous, par exemple, on peut lui dire, on peut utiliser une fonction set. Je vous rappelle, les fonctions set, bon, je fais ça, on va les trouver, hein. Set color, par exemple, voilà. Set function sur les objets, c'est pour agir dessus. On peut le loquer, on peut changer le nom, on peut, etc. Donc moi, on va juste changer la couleur voilà, juste pour plaisanter. Objet set color, et une fois sur deux, on va le mettre noir. Donc là, ce que ça va nous faire, c'est quelque chose d'une fois sur deux. Ah, j'ai oublié quelque chose. Alors oui, c'est pas i, je me suis fait avoir, c'est colonne. Voilà, donc ça, imaginons, voilà. Si on veut le faire en damier, c'est-à-dire qu'il va falloir décaler, ok, c'est pas forcément que la colonne qui est intéressante. Voilà, je vous donne juste l'astuce, je passe très vite. Il faut juste additionner les deux. Voilà. Et là, vous aurez vraiment un effet damier. On peut aussi agir de même manière sur la taille. Et après, je vous laisse à votre imagination pour, donc c'est cette scale, pour imaginer plein d'autres applications, hein. Donc là, on peut partir de la taille normale, ça sera un vecteur. 1, ça c'est la taille normale, et puis on peut imaginer, ajouter que la taille de l'objet sera de plus en plus grosse en allant vers la droite. Donc ça sera en fonction de row fois 0,4 par exemple. Bon, j'ai fait plusieurs essais de mon côté avant de trouver ce chiffre, hein, je n'ai pas trouvé du premier coup. Et ça va augmenter la taille de l'objet de gauche à droite. Voilà. Ah non, je me suis trompé, attendez. Qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, c'est plutôt les colonnes qu'on veut. Et oui, c'est de gauche à droite. Voilà. Et on peut même combiner les deux, hein. Si on veut s'amuser, voilà. On peut faire plein de choses. Allez, un dernier coup. Voilà. Donc voilà pour vous montrer un peu ce potentiel-là. Donc je vous avais parlé de la fonction callback ici. Donc en fait, pourquoi il y a cette fonction-là? Enfin, parce que moi je ne l'ai pas utilisée, hein, dans ce cas-là. Je n'ai pas utilisé callback. Je ne vais pas vous le détailler aujourd'hui, mais en fait on peut imaginer des fonctions plus complexes ou des apparitions d'objets plus lourdes, comme par exemple si on importe des modèles assez chargés. Et si on va tout de suite mettre ces fonctions-là à la suite, ben, ça risque de créer un problème parce que l'objet n'est voilà, il n'est pas encore chargé et on fait des choses dessus. Okay, l'objet va prendre 5 secondes à se charger et on veut déjà changer sa taille, etc. Donc ça risque de rentrer en conflit. C'est pour ça qu'ils ont créé une callback function. Donc pour vous exercer, vous pouvez essayer de l'appliquer. Voilà, vous prenez cette fonction-là,
Alors ça sera à l'intérieur du spawn object, donc je suis pas du tout là où il faut. Et c'est dans les params. Donc ça serait ici en fait. Ok, donc callback function. Ah, je sais pas si ça va fonctionner comme ça. Voilà, en fait, testons. Donc si je fais apparaître, là j'ai demandé de loguer. euh, j'ai demandé de loguer les bounds, donc les dimensions réelles de l'objet. C'est ce qu'il y avait écrit dans l'API. Donc si je vais ici dans les logs, on voit bien que là j'ai la taille, j'ai toutes ces caractéristiques là pour chaque objet, hein, donc c'est pas très intéressant, mais voilà comment on utilise la fonction callback. Donc j'étais pas sûr de son utilisation, mais c'est un peu le même principe qu'une fonction événement. Ici on met l'objet en question, c'est pas le même nom qu'il y aura ailleurs, hein, qu'il y aura ici. C'est l'objet en question qui est spawné. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Ok. Donc je vais mettre ce que j'ai mis plus tôt dans ce périmètre-là, donc dans cette fonction-là, parce que c'est plus approprié et ça évite les bugs. On va pas chercher les ennuis. Comme ça, si vous voulez, cette fonction attend que l'objet soit paru avant de se déclencher. C'est bien ça l'utilité, hein. Et là, il ne faut pas oublier de reprendre ce nom-là. Et donc, on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a la même chose. Ok. Donc voilà, c'est un peu plus sécurisé de faire comme ça. Donc là, en fait, j'aurais dû vous montrer cette fonction dans l'étape suivante, qui est l'apparition d'un objet customisé. Donc là, on va un cran plus loin, mais c'est pas beaucoup plus compliqué, hein. Euh, voilà, c'est que on peut faire, vous savez, quand vous avez un objet customisé, alors on a n'importe quel type, hein, comme celui-là, c'est un modèle. Quand on fait custom, on a ah non, c'est pas un modèle, celui-là, c'est un token. Mais peu importe, les objets customisés sont hébergés dans des URL. Et donc il va falloir, en fournissant ces URL, vous pouvez faire importer n'importe quel de ces objets. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, pour ça, il faut déterminer en fait quel type d'objet c'est. Il faut lui donner cette indication. Et en fonction de l'objet, ben, on n'aura pas les mêmes paramètres à fournir. D'accord. Donc nous, on va voir par exemple un custom model. Donc c'est un modèle 3D, qu'on on peut en trouver de nombreux sur le workshop. Mais il faut imaginer que vous pouvez l'adapter pour n'importe quel type d'objet. Grâce à l'API, bien sûr. Donc là, je suis toujours dans Spawnable Object et dans Custom. Alors c'est parti pour faire apparaître ceci. Donc là, on va faire quelque chose de peut-être un peu plus original. On va reprendre la fonction événement onScripting button down. Vous savez, c'est pour faire apparaître, c'est ce que je vous ai montré à l'introduction, des objets en tapant sur le clavier numérique. Alors attendez, je vais copier, coller le nom pour être sûr de ne pas faire de faute. Et donc là, on a toujours l'index et la couleur qu'on va pas utiliser, la couleur du joueur, mais je vais quand même la mettre. Player color. Ce qu'on peut faire, c'est déjà faire apparaître l'objet. Parce que c'est assez chargé, donc si je regarde en fait ce qu'il faut faire, il faut premièrement faire apparaître les paramètres de spawn. Ok, il faut premièrement fournir ces informations, et ensuite, une fois qu'on lui a dit spawn object, il faut lui donner les caractéristiques qu'on vient de voir dans cette page. C'est pas assez compliqué, il faut juste de faire les choses dans l'ordre. Donc on va appeler ça des spawn param et des custom param. Ok, donc les spawn param, on va appeler ça comme ça, hein, ou comme ça. Donc c'est une table vide que je vais remplir. Et donc on nous a dit qu'il fallait le type en premier lieu. Donc je vais l'écrire, spawn.params.type. Et donc là on a vu que c'était sur l'API custom model. Ok, donc ça c'est un chaîne de caractères. C'est écrit dans les spawn, donc ça doit être dans la fonction spawn ici. J'espère que je l'ai gardé. Voilà, spawn c'est chaîne de caractères. Le type. Custom model. Ensuite, on y va, on continue. On veut forcément la position et la rotation. Et donc là, je vous renvoie à la fonction qu'on avait utilisée dans cet outil-là. Donc c'est getPointerPosition. On va essayer de ne pas faire de faute de frappe. Donc ça sera, si, en fonction de la player color, en fait, on en a besoin.
Et on va mettre un petit vecteur pour que ça décale vers le haut. Donc 0, 2, 0, ça ira très bien. Ici, non, c'est pas... Voilà, on veut la rotation aussi. Et donc ça sera... Alors je vous renvoie au cours hein, sur les fonctions événements. Je vais pas re-aborder ça. Get pointer rotation. Et 0. Et donc là, en attribut, il faut mettre aussi la player color. Donc je rappelle que ça fournit juste le Y, alors que ça fournit le X, Y, Z. Voilà, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc là, on a de quoi spawner l'objet. Donc on peut un peu déjà... non, ça va être un peu tôt pour faire la fonction spawn object. Mais on peut commencer à l'écrire. Spawn object avec spawn params. Et là, on va l'appeler local objet. Ok, donc là, on a déjà la base. Là, ça donnera rien si on le fait, puisque c'est un modèle vide. Donc maintenant, on va faire les custom params. Donc, une table vide de la même façon, qu'on va peupler, qu'on va compléter. Donc là, on voit que les caractéristiques à fournir, dans le cas d'un modèle, c'est ici. Donc il faut mesh, diffuse, normal, collider. Et en obligatoire, il y aura juste mesh, diffuse. Et ça, c'est optionnel, vous voyez, c'est écrit là. Tout le reste, c'est optionnel. Donc ça, c'est voilà, quand on fait apparaître un modèle. Ça doit être un modèle. Voilà, vous avez ces trucs là, mesh, image. Ok, donc c'est ces choses là qu'il faut faire apparaître. Mais moi, je vais juste faire apparaître un modèle de jeton, rien de très original, que je suis allé récupérer. Donc mesh égale, voilà, donc l'URL avec un seul M. Donc, custom params, ensuite on a dit qu'il fallait diffuse, donc ça c'est de l'image. Donc là aussi je vais copier l'URL. Très bien. Ensuite custom params toujours. De quoi on a besoin? Du collider, non on n'en a pas. Le type d'objet, donc là je vais vous copier-coller ce que j'ai récupéré de l'API. Ça évite de faire des alt tabs. On a 0, voilà le type d'objet, c'est générique, figurine, etc., etc. Vous pouvez faire un bag hein, exactement de la même façon. Donc là ça va être le matériau. Et là je vais mettre 1 qui veut dire que c'est du bois. Voilà. Donc comme ça, notre objet il est complet, je pense. Ok, donc on peut faire un spawn object et maintenant on va lui attribuer ceci. Ok, donc on va faire objet.set custom object. Donc ça, set custom object. Donc voilà, ça c'est pour attribuer les propriétés. Ouais, il faut le savoir, hein, qu'il faut passer par cette fonction-là pour attribuer toutes les propriétés du modèle. Voilà, donc on fait ça. Et donc là, on va lui mettre des custom params. Voilà. On peut également faire tout un tas d'opérations comme on a vu juste avant avec setName par exemple. Je vais l'appeler jeton. Et puis on peut changer aussi sa couleur. Donc ça on le verra. On va le mettre. Donc c'était set color tent. Je pense qu'il va me le compléter. Je vais mettre white pour l'instant et puis on verra après. Donc on va déjà tester pour voir si ça fonctionne. Si j'ai rien oublié. Donc je vais... Ah oui, non mais si. Alors j'ai pas mis de bouton. Oui forcément. Ça a posé problème. Je suis pas sûr que ça soit dû. Spawn object, mais non. Je me suis trompé, j'ai mis le nom de... Voilà. 2 fois le nom de la variable. Là normalement ça devrait marcher même si je ne précise pas l'index du bouton appuyé. C'est la première fois que j'essaye, donc voilà. Si j'appuie sur un bouton du pavé numérique, je peux faire apparaître mes objets. Ce qui est intéressant, c'est de mettre différents objets.
dans les boutons. Donc ça, je vous laisse improviser. Si vous voulez mettre des if et vous vous référez au cours d'avant pour mettre différents types d'objets en fonction du bouton. Nous, on va simplement changer la couleur pour s'amuser. Donc je vais faire une table de couleurs. Je vais appeler colors. Hop, comme ça. Et puis je vais mettre toutes les couleurs dont j'ai envie. White, yellow. On va mettre du rose. Hop. Blue. Qu'est-ce qui nous manque? Green. Red. Peut-être du marron. Bon, ça va être pas mal déjà comme ça. Très bien. Et donc là, si je veux que ça prenne la couleur, eh bien, on va utiliser... On fait des petites révisions en même temps. Colors. Et je vais mettre index. Ok, ce qui a été touché comme touche du clavier. Là, un peu, le problème, c'est que si on va au-delà de 6, 7, si on fait 8, ça va planter. Donc, il faut lui mettre une petite condition pour pas que ça plante. Donc, if l'index, donc attendez, ça, on va mieux le placer. Voilà, voilà, voilà. Donc, si l'index est inférieur ou égal à la longueur de la table colors, comme ça nous enlève toutes les autres possibilités, et ben on peut lancer la fonction et on teste tout de suite. Donc 1, 2, 3, voilà. C'était juste pour... voilà. C'est une idée, mais vous pouvez tester tout ce que vous pouvez imaginer. Donc il y a voilà, pas mal de possibilités avec ces fonctions-là. C'était juste pour vous les montrer. Et puis je vous laisse à votre imagination pour l'appliquer de toutes les manières que vous souhaiterez. Donc ben, j'espère que ça vous a plu et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo où là on va utiliser la fonction physique cast pour pouvoir détecter des objets n'importe où sur la table en fournissant simplement une position. Donc ça peut être très utile notamment pour éviter de dessiner des zones partout au préalable. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.